moment to lose. We must assemble. Home through. I would not. Now the ramp! Hey. This is my boyfriend, Batman. I bet your car is a baby carriage. So, Yeah, that too. Down. Darkness. About how We're gonna drive up the curve part, take it all. I and Princess Cute. There are no rules. There's no government. I hate this place. 2002 NBA All-Star. There is yet one more. The Spectrum. Here we go.
Une ville entière se réveille au même rythme. Les habitants sortent de leurs immeubles cubiques, saluent les mêmes voisins, achètent le même café hors de prix et récitent le même refrain avec un bonheur presque suspect. Dans ce monde, chaque minute semble avoir été construite pour empêcher la suivante de surprendre qui que ce soit. Pourtant, au milieu de cette mécanique brillante, un ouvrier ordinaire va tomber sur une pièce minuscule capable de fissurer l'ordre entier. Cette pièce s'appelle la pièce de résistance, et celui qui la trouve s'appelle Emmett Brikowski. La grande aventure Lego, sortie en 2014 sous le titre original The Lego Movie, paraît d'abord promettre une histoire familiale simple, faite de briques colorées, de héros connus et de blagues rapides. Mais Phil Lord et Christopher Miller utilisent cet univers comme un piège joyeux. Ils invitent le public dans une publicité géante, puis montrent progressivement ce qu'il y a derrière le slogan. Leurs films parlent de créativité, de peur du désordre, de plaisir de construire ensemble et de cette étrange tentation qui consiste à laisser quelqu'un d'autre décider de ce qui est merveilleux à notre place. Aimé est la personne idéale pour entrer dans ce décor. Il vit à Bricksburg, une métropole où tout possède une notice, une musique officielle et un emplacement prévu. Il ne se révolte contre rien parce qu'il ne sait même pas qu'une autre manière de vivre est possible. Son appartement est parfaitement rangé. Ses vêtements sont identiques chaque jour. Son idée de la soirée réussie consiste à regarder l'émission diffusée par la télévision municipale, à chanter la chanson du matin et à se coucher avec le sentiment rassurant d'avoir suivi les instructions. Le film ne le présente pas comme stupide. C'est plus intéressant que cela. Aimé est gentil, appliqué, poli, sincèrement désireux de trouver sa place. Il souhaite avoir des amis, mais il a appris à les aborder avec des phrases toutes faites. Il veut paraître amusant, alors il répète des plaisanteries entendues ailleurs. Il veut être apprécié, alors il accepte les règles avant même de les comprendre. Son vrai problème est qu'il a confondu la sécurité avec l'effacement de soi. Cette routine existe parce que Lord Business règne sur Bricksburg. Son nom annonce déjà l'idée, il ne dirige pas comme un tyran flamboyant, mais comme le patron absolu d'une marque qui aurait avalé une ville entière. Il apparaît dans des clips, des annonces et des produits dérivés. Il est partout sans avoir besoin de se montrer longtemps. Ses robots de police surveillent les habitants. Sa propagande leur répète que tout est génial. Et le mot « génial » devient inquiétant à force d'être répété, car il finit par servir à étouffer toute question. Le plan de Lord Business repose sur une arme au nom volontairement absurde, le Kragle. Dans un univers Lego, la menace ultime n'est pas un canon ni un sortilège. C'est une colle qui fige les constructions et les empêche à jamais d'être démontées ou transformées. Derrière la plaisanterie, l'idée est très claire. Le pouvoir de Lord Business ne cherche pas seulement à contrôler les habitants. Il veut abolir la possibilité de changer. Une création ne doit plus être une création. Elle doit devenir un objet figé, approuvé, propre, définitif. La légende qui circule parmi les rebelles annonce pourtant qu'un être exceptionnel, un spécial, trouvera la pièce de résistance et arrêtera le Kragle. Quand Vitruvius raconte cette prophétie au début du film, il ressemble à un sage de fantaisie, mais le récit introduit déjà un doute. Vitruvius lui-même reconnaîtra plus tard qu'il a inventé la prophétie pour donner du courage. Cette révélation ne détruit pas le film. Elle en révèle le cœur. Les histoires peuvent aider à avancer, mais personne ne devient important parce qu'une légende l'a désigné. Aimé va devoir le découvrir de la manière la plus difficile. Après son service sur un chantier, Aimé aperçoit une silhouette mystérieuse près de la zone de construction. Elle ne suit aucune consigne. Elle se déplace comme quelqu'un qui connaît le monde, mais refuse de se laisser enfermer par lui. Aimé la suit, surtout parce qu'il veut savoir pourquoi elle ne lui a pas dit bonjour comme tout le monde. Cet inconnu est Wildstyle, appelé aussi Cool Tag. Elle porte des vêtements faits d'éléments différents, se bat sans demander l'autorisation et possède l'assurance qu'Aimé imite maladroitement chez les autres. En cherchant Wildstyle, Aimé tombe dans un trou au fond du chantier. Là, dans une cavité silencieuse, il découvre la pièce de résistance. Il la touche. Son esprit est alors traversé par des images rapides, pleines de mondes inconnus et de constructions impossibles. Ce n'est pas un pouvoir héroïque acquis avec une musique triomphale. C'est un accident.
Au moment même où Aimee se croit encore invisible, l'univers vient de placer entre ses mains l'objet que tout le monde recherche. Quand il reprend connaissance, les robots de police l'ont arrêté. Good Cop, le visage amical de leur chef, commence par interroger Aimee avec un calme commercial. Mais dès qu'Aimee ne fournit pas les réponses attendues, son visage se retourne et Bad Cop apparaît. Cette double identité est l'une des meilleures trouvailles visuelles du film. Le même personnage porte littéralement deux expressions, l'une souriante et l'autre brutale. La police de Lord Business ne protège pas. Elle vend une image de gentillesse pendant qu'elle exige l'obéissance. Aimee est attachée à une chaise, éclairée par une lumière agressive et incapable d'expliquer pourquoi la pièce de résistance est collée à son dos. Il ne peut même pas fournir une raison convaincante d'être spécial. Good Cop attend de lui une grande déclaration. Aimee répond avec les mots d'un employé pris en faute. Il n'a pas de plan. Il ne connaît pas la résistance. Il n'a jamais sauvé personne. Cette faiblesse est précisément ce qui rend son parcours crédible. Le film refuse de fabriquer artificiellement un héros déjà compétent. Wildstyle surgit et le délivre. Elle ne le fait pas par admiration. Elle le fait parce que la pièce de résistance doit être protégée. Dès leur fuite, elle s'aperçoit que le soi-disant élu ne sait ni sauter correctement, ni se battre, ni improviser. Aimee tente de suivre ses mouvements avec une application comique. Il copie les poses, les cris, les décisions rapides, mais l'imitation lui échappe toujours. Il veut paraître libre, alors qu'il continue à attendre le modèle à reproduire. Leur premier grand trajet les mène vers le vieux monde de l'Ouest. Le passage d'un univers parfaitement standardisé à ce décor de western donne au film un nouvel élan. Les bâtiments semblent plus usés, les habitants plus bruyants, les règles moins visibles. Pourtant, le danger les suit. Bad Cop lance les robots de police à leur trousse et la course devient une démonstration de l'imagination visuelle du film. Une simple brique peut devenir un véhicule, une arme, un mur ou une solution absurde, à condition que quelqu'un ose la regarder autrement. La mise en scène reproduit la texture des jouets Lego avec une précision remarquable. Les éclaboussures d'eau, les flammes, la fumée et même certaines traces de poussière ont l'apparence d'éléments assemblés. Le film est animé, mais il donne souvent l'impression qu'une table de jeu immense s'est mise à vivre. Cette sensation ne sert pas uniquement à impressionner. Elle rappelle constamment que ce monde est fait pour être manipulé, déplacé et reconstruit. Le danger du Kragle devient donc plus clair à chaque plan. Coller ces pièces revient à éteindre l'imagination qui les anime. Dans le saloon du vieux monde de l'Ouest, Aimee rencontre Vitruvius, le vieux magicien qu'il a reconnu grâce à la pièce de résistance. Vitruvius attendait un sauveur spectaculaire. Il voit arriver un ouvrier nerveux qui ne sait pas quoi dire, ne comprend pas la moitié des enjeux et se réfugie dans les manuels. Malgré tout, il choisit de croire qu'Aimee peut compter. Pas parce que le jeune homme a déjà prouvé quoi que ce soit, mais parce qu'il sent peut-être que le monde a besoin d'un héros différent de ceux qu'il célèbre habituellement. Wildstyle, elle, n'est pas convaincue. Elle se voyait elle-même comme la candidate logique au rôle du spécial. Elle sait construire, combattre et prendre des risques. Elle possède une histoire de rebelle et une identité choisie. Voir Aimee recevoir l'attention de Vitruvius lui paraît injuste. Le film ne transforme jamais ce ressentiment en simple jalousie caricaturale. Wildstyle a travaillé pour devenir forte, et voilà qu'un inconnu chanceux semble recevoir une destinée toute faite. Sa colère vient aussi de là. Le groupe doit rejoindre une réunion secrète des maîtres constructeurs. Ce sont les véritables créateurs de l'univers Lego, des personnages capables de bâtir sans notice et de combiner les pièces selon leurs propres idées. Aimee les imagine comme une armée de génies prête à accueillir un héros. Le trajet vers eux commence pourtant par une évasion chaotique. Ils utilisent un train, des véhicules bricolés et une fuite où rien ne se déroule avec l'élégance que Wildstyle espérait. La scène du train révèle déjà une qualité précieuse d'Aimee. Face à une situation qu'il ne maîtrise pas, il propose des solutions banales, parfois ridicules, mais il continue à chercher. Il ne possède pas l'instinct de Wildstyle. Il ne possède pas les pouvoirs de Vitruvius. Il possède une capacité plus discrète. Il écoute, associe ce qu'il connaît et ne se lasse pas de vouloir participer. Dans une histoire obsédée par le génie, cette persévérance finira par avoir du poids.
Bad Cop perd une partie de son corps pendant la poursuite. Son visage amical se détache, le laissant avec l'expression dure de Bad Cop. Plus tard, ce détail deviendra important. Pour le moment, il souligne la cruauté mécanique du régime. Lord Business n'a pas besoin que ses agents soient complets ou heureux. Il a besoin qu'ils fonctionnent. Good Cop, même réduit au silence, demeure quelque part dans cette machine et le film garde ouverte la possibilité d'une conscience enfouie. Le voyage conduit Aimee, Wildstyle et Vitruvius jusqu'à Cloud Cuckoo Land, un royaume suspendu où les règles de Bricksburg n'ont plus aucune prise. C'est le domaine de princesse Unikitty, créature à moitié licorne, à moitié chat, faite de couleurs vives et d'enthousiasme explosif. Sur le papier, ce personnage semble conçu pour être seulement mignon. Mais son refus d'exprimer la colère cache une tension réelle. Dans un monde contrôlé par la peur, Unikitty veut protéger son bonheur. Elle apprend aussi que refouler toute rage peut la rendre encore plus dangereuse quand elle éclate. Cloud Cuckoo Land est l'opposé de Bricksburg. Ici, les bâtiments n'obéissent pas à une grille. Les couleurs se mélangent, les idées s'empilent. Les habitants inventent des mots, des formes et des règles au fur et à mesure. Ce chaos joyeux étonne Aimee, qui cherche immédiatement une notice ou une logique. Il demande comment tout tient debout. La réponse est presque la leçon entière du film. Parfois, cela tient parce que des personnes ont imaginé que cela pouvait tenir. La réunion des maîtres constructeurs rassemble une galerie de personnages connus et inattendus. Batman est là, dans une version sombre, dramatique, et tellement persuadée de son importance qu'elle en devient hilarante. Superman, Green Lantern, Wonder Woman, Gandalf, Dumbledore, Shaquille O'Neal, Abraham Lincoln et bien d'autres apparaissent dans un mélange de licences et de références rarement vues à cette échelle. Le plaisir vient de leur coexistence impossible. Mais le film ne les traite pas seulement comme des caméos. Il les utilise pour montrer que même les héros les plus célèbres peuvent se laisser dominer par la peur. Batman arrive avec une arrogance parfaitement calculée. Il joue de la guitare, aime les ténèbres et se présente comme le compagnon de Wildstyle. Aimee le regarde avec admiration parce qu'il représente exactement la personnalité qu'il voudrait posséder, cool, mystérieux, compétent, sans besoin apparent d'être aimé. Batman, lui, regarde Aimee comme une erreur de casting. Ce contraste est comique, mais il expose aussi la faiblesse d'Aimee. Il croit encore qu'être exceptionnel consiste à adopter une apparence impressionnante. Lorsque Vitruvius annonce qu'Aimee est le spécial, l'assemblée reste froide. Les maîtres constructeurs attendent un signe spectaculaire. Ils espéraient peut-être un chevalier, une héroïne capable de vaincre une armée ou un inventeur prodigieux. Aimee leur propose une idée de plan qui ressemble à une réunion d'entreprise interminable. Une liste de choses à faire, des sous-groupes, des consignes simples et une formule de motivation. Le silence qui suit est brutal. Il ne sait pas encore que son idée est maladroite, mais pas totalement vide. Le véritable problème des maîtres constructeurs est qu'ils ont confondu créativité et supériorité. Ils savent fabriquer des objets incroyables. Ils maîtrisent les assemblages les plus fous. Pourtant, au moment d'affronter Lord Business, ils hésitent, débattent, se cachent et cherchent un sauveur qui prendra le risque à leur place. Leur liberté est réelle, mais elle n'est pas forcément courageuse. Le film insiste ainsi sur une idée délicate. Le talent n'a pas beaucoup de valeur s'il ne sert qu'à protéger l'ego de ceux qui le possèdent. Lord Business ne tarde pas à retrouver les rebelles. Il envoie ses forces contre Cloud Cuckoo Land et déclenche l'une des séquences les plus intenses du film. Le royaume coloré est envahi, les constructions s'effondrent et les personnages comprennent soudain que la fantaisie ne les met pas à l'abri. Unikitty, confrontée à la destruction de son monde, laisse enfin sortir sa colère. Son changement d'apparence est drôle, mais aussi satisfaisant. Le film lui accorde le droit de ne pas rester éternellement aimable face à la violence. Pendant l'attaque, Wildstyle, Vitruvius et les autres parviennent à fuir avec Aimee. Mais le groupe est désormais réduit à une poignée de survivants. Les maîtres constructeurs, eux, ont été capturés. Cette défaite a une importance narrative majeure. Le monde ne sera pas sauvé par une élite déjà prête. Les personnages les plus admirés viennent d'échouer. Aimee, qui ne se sentait pas digne de les rejoindre, doit maintenant vivre avec l'idée que personne d'autre ne viendra résoudre le problème à sa place. Dans la confusion,
Le groupe découvre les tours télévisés de Lord Business et comprend la date de son projet. Le Taco Tuesday, événement présenté à Bricksburg comme une grande fête, deviendra le moment où le Kragle sera utilisé. Cette information transforme le refrain joyeux de la ville en compte à rebours. Derrière chaque sourire obligatoire, il y a une population qui ignore que son dirigeant s'apprête à la figer pour toujours. Le film a alors installé tous ces grands conflits. Aimé doit apprendre à créer au lieu de copier. Wildstyle doit accepter que la valeur d'une personne ne dépend pas d'un titre de héros. Les maîtres constructeurs doivent décider s'ils veulent seulement être admirés ou s'ils sont prêts à se battre. Et Lord Business doit être affronté sur son terrain, celui d'un monde où tout a été réduit à un produit contrôlable. La prochaine étape conduit les fugitifs vers les anciens mondes, loin de Bricksburg, là où Aimé découvrira que le désordre peut être une force et qu'une idée venue de lui peut parfois avoir plus de valeur qu'un plan parfait. Le voyage se poursuit sur un bateau pirate qui traverse des mers de plastique. À sa barre se tient Metal Beer, un capitaine dont la silhouette raconte immédiatement son passé. Lord Business l'a presque entièrement détruit. Au lieu de disparaître, il s'est reconstruit avec tout ce qu'il a trouvé. Morceaux de navires, éléments mécaniques, pièces de créatures marines et canons improbables. Son corps est une réponse directe au projet du tyran. Là où Lord Business veut imposer une forme unique, Metal Beer a survécu en devenant multiple. Metal Beer offre à Aimé l'un des premiers exemples concrets de maître constructeur que le jeune homme peut observer de près. Il ne bâtit pas selon un schéma propre. Il assemble en réaction à ce qui manque, à ce qui casse, à ce qui peut encore être utile. Le résultat est chaotique, parfois absurde, mais vivant. Aimé le regarde avec une fascination mêlée d'inquiétude. Pour quelqu'un qui a passé sa vie à vérifier les notices, l'idée qu'un bras puisse être remplacé par une combinaison de pièces hétéroclites ressemble d'abord à une erreur. Puis il comprend que c'est aussi une forme de liberté. Le navire a pour destination le pays du milieu, où les fugitifs espèrent trouver une aide ou au moins échapper quelque temps aux forces de Lord Business. Le film s'amuse avec les univers qu'il traverse sans perdre son intrigue principale. Gandalf et Dumbledore peuvent discuter dans le même plan, des pirates croisent des personnages de science-fiction et Batman traite chaque déplacement comme une occasion d'être mystérieux. Cette liberté de mélange correspond à l'expérience d'une boîte de briques renversée sur le sol. Les frontières entre les mondes existent seulement tant que l'enfant qui joue accepte de les respecter. Mais la résistance manque surtout d'un plan. Les personnages possèdent du courage, des compétences et des véhicules. Ils n'ont pas de stratégie capable d'atteindre la tour de Lord Business. Aimé, lui, possède justement une manière très structurée de penser. Il propose une opération organisée avec des équipes, des tâches précises et des horaires. Les autres réagissent comme s'ils venaient de confirmer tout ce qu'ils craignaient. Son vocabulaire leur rappelle Bricksburg. Il veut transformer une révolution en procédure de bureau. Cette scène est importante parce que le film ne choisit pas un camp aussi simplement qu'on pourrait le croire. Il ne dit pas que toute règle est mauvaise ou que toute organisation est une prison. Aimé a appris à observer les détails, à préparer les choses et à imaginer comment des personnes différentes peuvent collaborer. Ces qualités ne sont pas inutiles. Elles deviennent étouffantes seulement quand elles interdisent toute initiative. Son parcours ne consistera donc pas à devenir le contraire de lui-même. Il devra garder sa capacité à rassembler, tout en cessant de traiter les autres comme des cases à remplir. Wildstyle lui apprend alors à regarder les pièces autrement. Elle lui montre qu'un objet n'est pas condamné à son usage officiel. Une brique peut devenir un élément de moteur, un support, une arme, un détail décoratif ou le début d'une idée qui n'existe encore pour personne. Le film traduit cette leçon par des gestes extrêmement simples. Les personnages prennent des éléments, les retournent, les accrochent à des endroits inattendus, puis inventent une construction en quelques secondes. Ce sont les fameuses créations libres, des assemblages qui ne reposent sur aucune notice. Aimé échoue. Il prend les pièces avec précaution, cherche une bonne manière de commencer et attend presque qu'une instruction apparaisse dans l'air. Sa première tentative ressemble à un objet confus, sans objectif clair. Wildstyle tente de l'encourager, mais elle voit qu'il est paralysé par la peur de mal faire. Elle lui révèle alors une chose plus personnelle. Elle ne s'appelle pas réellement Wildstyle.
Ce nom est une identité qu'elle s'est fabriquée parce que son ancien nom lui semblait trop banal. Elle aussi a eu peur de ne pas être assez remarquable. Le lien entre les deux personnages devient plus riche à partir de cet aveu. Aimé envie la liberté de Wildstyle. Wildstyle envie secrètement la simplicité avec laquelle Aimé croit encore au groupe et cherche à être acceptée. Aucun des deux ne possède une réponse complète. Elle sait agir, mais a construit sa personnalité comme une armure. Lui veut appartenir à quelque chose, mais a laissé cette envie lui voler toute originalité. Leur relation ne se développe pas parce qu'ils se complètent immédiatement. Elle se construit parce qu'ils voient chez l'autre une difficulté qu'ils connaissent eux-mêmes. Batman, de son côté, interprète cette proximité comme une menace contre son image. Sa jalousie n'est jamais traitée avec gravité excessive. Il continue à se comporter comme un héros solitaire, à jouer des chansons sombres et à afficher une assurance démesurée. Pourtant, derrière la parodie, le film se moque d'une certaine idée du héros, celui qui doit toujours paraître autosuffisant, même quand il a besoin des autres. Batman est spectaculaire, mais cette spectaculaire solitude ne suffit pas à résoudre la crise. Le bateau pirate finit par être repéré. Lord Business suit les résistants grâce aux données récupérées par sa police, et l'affrontement force le groupe à improviser. Ici, Aimé commence enfin à contribuer autrement qu'en répétant les idées des autres. Il suggère des solutions pratiques. Il observe ce qui est disponible. Il n'est pas encore capable de construire un véhicule fantastique en une seconde. Mais il cesse peu à peu de croire que son incapacité est définitive. La créativité n'arrive pas comme une lumière magique. Elle apparaît souvent lorsqu'une personne accepte de faire une première tentative imparfaite. L'évasion les conduit vers le royaume appelé Octan. Octan est la marque tentaculaire de Lord Business. Elle contrôle le café, la musique, les médias, les produits et même l'énergie de la ville. Son logo est partout. Le film pousse cette présence jusqu'à l'absurde, mais la satire reste lisible. Lorsqu'une seule entreprise décide de ce que les gens mangent, regardent, écoutent et construisent, l'harmonie affichée devient une forme de captivité confortable. Pour atteindre la tour, les héros doivent comprendre le plan de Lord Business de l'intérieur. Aimé est paradoxalement utile parce qu'il connaît parfaitement la logique de Bricksburg. Il sait comment pensent les employés, ce qui attire leur attention et ce qu'ils supposent normal. Sa vie réglée lui a laissé une connaissance précise du système. Le film montre ainsi que l'on peut venir d'un monde contrôlé sans lui appartenir pour toujours. Les règles apprises peuvent servir à les contourner. Le groupe choisit une approche dangereuse. Infiltrer l'immeuble de Lord Business en se faisant passer pour des habitants ordinaires. Pour Aimé, cette mission est à la fois rassurante et terrible. Rassurante car il connaît le langage des citoyens modèles. Terrible parce qu'il doit retrouver exactement l'attitude qui l'a enfermé si longtemps. Il remet son gilet de chantier, adopte son sourire, récite les réponses attendues. Tout fonctionne, mais il comprend maintenant ce que ce masque lui coûte. À l'intérieur, les héros découvrent les espaces parfaits de la tour. Les couloirs sont propres, les bureaux alignés, les écrans remplis de slogans. Lord Business ne vit pas dans un palais inquiétant rempli de pièges médiévaux. Il vit dans une organisation efficace, lumineuse et déshumanisée. Ses employés n'ont pas besoin d'être menacés chaque minute. Ils ont appris à s'autocontrôler, à ne pas poser de questions et à célébrer les décisions qui les réduisent au silence. La mission révèle aussi que le Kragle est réel et presque prêt. Lord Business le garde comme une solution finale, une certitude matérielle. Son projet n'est pas seulement de vaincre les maîtres constructeurs. Il veut arrêter le temps au moment exact où son monde correspond à ce qu'il considère comme parfait. Dans son esprit, une construction terminée ne doit plus être touchée. Les mini-figurines doivent rester à leur place. Chaque univers doit respecter une frontière. Toute main qui modifie, mélange ou transforme devient une menace. Cette vision explique pourquoi Lord Business est plus intéressant qu'un simple méchant avide de pouvoir. Il est terrorisé par l'imprévu. Il préfère une ville morte mais intacte à un monde vivant qui lui échapperait. Sa tyrannie vient de son besoin de contrôler jusqu'aux détails les plus insignifiants. Quand il parle de perfection, il ne parle jamais de bonheur. Il parle de surface, de possession et de conservation. Aimé et ses alliés doivent récupérer les instructions secrètes qui pourraient leur permettre de pénétrer dans la salle du Kragle.
Ils empruntent un ascenseur et croisent des employés dont l'enthousiasme artificiel ressemble à celui qu'Aimee affichait quelques jours plus tôt. Le film évite de les ridiculiser avec mépris. Ils sont enfermés dans le même système. Certains semblent sincèrement heureux parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de comparer leur vie à autre chose. C'est pourquoi la résistance devra leur parler autrement qu'en les traitant comme des ennemis. Le moment le plus révélateur de l'infiltration survient lorsque Aimee doit traverser une zone de sécurité en répondant à des questions simples. Il peut le faire sans effort. Il connaît les produits Octan, les chansons officielles, les comportements attendus. Il est, en apparence, le citoyen parfait. Mais pour la première fois, il utilise cette connaissance volontairement. Il ne cherche plus à être accepté par peur. Il joue un rôle afin de protéger ceux qu'il aime. La différence entre obéir et choisir peut sembler mince de l'extérieur, mais elle change entièrement la personne qui agit. La mission se complique quand Bad Cop retrouve leurs traces. Son visage ne montre plus que la moitié hostile de sa personnalité, mais une petite trace de Good Cop persiste. Les héros exploitent cette fissure, rappelant que l'agent n'est pas uniquement l'outil de Lord Business. Bad Cop résiste, car il a été programmé pour croire que la rigidité est une vertu. Pourtant, le film prépare déjà sa transformation. Même dans le personnage le plus soumis au régime, une part capable de juger autrement n'a pas complètement disparu. Pendant que les autres se cachent, Aimee cherche à impressionner Wildstyle avec des gestes de héros. Il veut lui montrer qu'il peut être courageux. Mais la scène ne se résout pas par une victoire romantique facile. Wildstyle apprécie sa gentillesse, puis lui fait comprendre qu'il n'a pas besoin de jouer Batman pour compter. C'est une phrase qui pourrait être banale dans un autre film. Ici, elle touche le centre du récit. Aimee a passé sa vie à devenir une copie. Même son désir d'être aimé risquait de le pousser à copier une image de masculinité froide et invincible. Le groupe parvient finalement à dérober les informations nécessaires, mais Lord Business comprend que les rebelles préparent une attaque. Il ne veut pas simplement arrêter Emmett. Il veut prouver à tous les habitants qu'il est ridicule de croire en la liberté. S'il peut faire passer le spécial pour un imposteur, le reste de la population retournera plus facilement à l'obéissance. Les héros fuient la tour dans une séquence qui transforme l'immeuble de bureau en terrain de jeu vertical. Les portes, les ascenseurs, les plateaux de télévision et les conduits deviennent des éléments de course. Cette façon de réinventer l'espace est l'une des forces constantes du film. Rien n'est seulement décoratif. Chaque pièce du décor peut devenir une possibilité. Le regard créatif ne consiste pas à voir plus d'objets que les autres, mais à voir plus d'avenir dans les mêmes objets. Une fois hors de portée immédiate de la tour, la résistance se retrouve dans un moment de calme précaire. Vitruvius tente de ranimer leur confiance. C'est alors qu'il admet que la prophétie du spécial n'était pas une vérité ancienne. Il l'a inventée. Il voulait donner au maître constructeur une raison de croire qu'une solution existait. Aimee reçoit cette révélation comme un effondrement personnel. Toute sa fragile confiance reposait sur l'idée qu'il avait été choisi. S'il n'est pas l'élu, que lui reste-t-il? La réponse de Vitruvius est plus complexe qu'elle ne semble. Il n'essaie pas de remplacer un mensonge par une flatterie. Il explique que la prophétie a eu un effet parce que les personnages ont décidé d'y croire. Aimee n'a jamais été spécial par décret. Personne ne l'est. La capacité de créer, de prendre une décision et de donner du courage aux autres ne dépend pas d'une autorisation mystérieuse. Cette idée est libératrice, mais elle arrive à Aimee au moment où il se sent le moins capable de l'entendre. Pour Wildstyle, la révélation a un goût différent. Elle voulait être la personne désignée. Maintenant, elle doit accepter qu'il n'y a peut-être pas de désignation du tout. Sa valeur ne peut pas venir d'un ancien magicien qui l'a choisi, ni de Batman qui la considère comme sa partenaire idéale, ni même de ses compétences de combattante. Le film lui demande de se définir autrement que par le regard d'un héros, d'un mentor ou d'une prophétie. Le temps presse. Lord Business diffuse son message dans toute Bricksburg, préparant les habitants à célébrer le Taco Tuesday sans comprendre ce qui les attend. Les rebelles savent qu'ils doivent attaquer, mais ils ne possèdent ni armée ni certitude, ni chef incontestable. Ils ont seulement une collection de talents, de défauts et de raisons personnelles de ne pas abandonner. C'est suffisant pour ouvrir une brèche, pas encore pour gagner.
Aimé regarde la ville depuis une cachette et mesure l'écart entre les citoyens et les maîtres constructeurs. Les premiers ont appris à suivre, les seconds ont appris à se croire différents. Les deux groupes, chacun à sa manière, ont oublié qu'ils pouvaient construire ensemble. La prochaine bataille ne sera donc pas seulement une attaque contre une tour. Elle devra casser cette séparation. Mais avant de trouver comment unir ces mondes, Aimé va être confronté à l'échec le plus cruel de son parcours. Un échec qui le forcera enfin à penser sans permission. La résistance lance tout de même son opération. Aimé présente un plan détaillé, dessiné avec la logique qui lui est naturelle. Cette fois, son projet n'est pas seulement une imitation de procédures apprises. Il essaie réellement de tenir compte des personnes autour de lui. Il veut utiliser les forces de chacun, créer des diversions, protéger les civils et atteindre le Kragle avant qu'il soit trop tard. Les autres écoutent parce qu'ils voient que sa motivation a changé. Il ne cherche plus à paraître spécial. Il cherche à leur donner une chance. Le plan fonctionne assez longtemps pour que le public puisse y croire. Les équipes pénètrent dans Bricksburg, les véhicules bricolés traversent la ville et des héros venus de mondes différents remplissent les rues. Le contraste avec l'ouverture est frappant. Bricksburg, qui était organisé comme un décor publicitaire, devient soudain une ville en mouvement. Les citoyens voient des constructions qui ne figuraient dans aucune notice. Ils voient leurs héros parler avec des inconnus, prendre des risques et désobéir à l'autorité qui leur promettait la sécurité. Lord Business avait prévu cette réaction. Il ne combat pas les rebelles uniquement par la force. Il utilise les écrans. Sa chaîne d'information montre Aimé, puis l'accuse d'être un imposteur. Les habitants ont entendu parler de la prophétie et se sont laissés gagner par l'espoir. Lord Business retourne maintenant cet espoir contre eux. Il annonce que Vitruvius a inventé la légende. Cette fois, l'information est vraie, mais elle est employée comme une arme. Le régime sait qu'une vérité sortie de son contexte peut décourager autant qu'un mensonge. Aimé est capturé sous les yeux de la ville. Il se retrouve de nouveau face à Lord Business, mais il n'est plus le même ouvrier terrorisé qu'au début. Il sait désormais que la prophétie est une invention. Il sait qu'il n'a aucun talent magique caché. Pourtant, il comprend aussi qu'un titre ne décidait pas de sa valeur. Lord Business essaie de le réduire à son origine, un citoyen banal, programmé pour suivre. Aimé commence à répondre avec une idée qu'il n'aurait jamais osé formuler autrefois. Être banal ne signifie pas être inutile. Être ordinaire signifie seulement que personne n'a encore déterminé ce qu'on peut inventer. Le tyran a cependant le pouvoir matériel. Il ordonne que les résistants soient envoyés dans une chambre de désassemblage, un dispositif conçu pour séparer les pièces et éliminer ceux qui refusent le monde immobile. Wildstyle, Batman, Metalbeard, Unikitty et Vitruvius sont piégés. Le film retire alors presque tous les avantages de ces héros. Ils ne peuvent pas compter sur un véhicule spectaculaire. Ils ne peuvent pas courir vers une sortie. Ils sont confrontés à une fin qui semble déjà écrite. Vitruvius est exécuté par Lord Business dans l'univers Lego. Sa disparition survient avec une brutalité surprenante pour un film familial, même si elle reste stylisée. Le vieux sage tombe parce qu'il a choisi de tenir tête à l'homme qui voulait faire taire tout le monde. Sa mort n'est pas présentée comme le sacrifice parfait d'un mentor qui avait tout prévu. Vitruvius avait ses erreurs, ses illusions et son besoin de croire à une prophétie. Mais il a aussi eu le courage de reconnaître son mensonge et de continuer à défendre l'idée qu'Aimé pouvait agir. Après cette perte, les autres sont enfermés. Lord Business prépare son émission finale, celle qui montrera l'utilisation du Kragle comme une cérémonie de perfection. Aimé, lui, est placé sur une machine à laver conçue comme un lieu d'exil. Il est menotté à un tube, condamné à observer sans pouvoir aider. Dans le langage du film, c'est une image simple. L'ouvrier qui a toujours suivi les règles est maintenant attaché à un appareil ménager, au bout de l'ordre domestique et commercial qu'il servait. Wildstyle lui rend visite une dernière fois avant que les portes ne se ferment. Elle est furieuse, triste et fatiguée. Aimé tente encore de lui dire qu'il a une idée, mais elle ne veut plus entendre un plan qui risque de mener tout le monde à une autre catastrophe. Cette dispute n'est pas là pour faire artificiellement monter le drame. Elle montre que le groupe a réellement perdu confiance. Wildstyle n'est plus la rebelle calme et invincible. Aimé n'est plus l'optimiste qui peut tout résoudre avec une phrase.
Ils ont atteint le point où leur masque ne fonctionne plus. Seul sur la machine, Aimé réfléchit aux choses qu'il a vues. Metalbeard a survécu en se reconstruisant. Unikitty a découvert que sa colère pouvait devenir une énergie. Wildstyle a cessé de prétendre que son ancien nom ne comptait pas. Vitruvius a admis qu'il n'était pas un prophète. Toutes ces personnes ont avancé au moment où elles ont renoncé à une image rigide d'elles-mêmes. Aimé comprend alors que son problème n'est pas de ne pas être le spécial. Son problème a toujours été de croire qu'il devait ressembler à quelqu'un d'autre avant de faire quoi que ce soit. Il se laisse tomber dans le vide. Dans l'univers Lego, ce geste est l'équivalent d'un sacrifice. Aimé ne saute pas parce qu'il sait exactement ce qu'il attend. Il saute parce qu'il refuse d'attendre passivement la fin. Pour la première fois, il choisit une action qui n'est écrite dans aucune notice. Ce moment sépare le récit en deux. Jusqu'ici, les personnages vivaient dans un monde animé où le danger semblait fantastique. La chute d'Aimé ouvre une autre réalité, une réalité humaine où les briques sont manipulées par des mains. Le film révèle alors que l'univers Lego vu depuis le début existe sur une table de sous-sol. Un garçon nommé Finn joue avec les décors, les mini-figurines et les créations de son père. Les mondes de Bricksburg, du Far West, de Cloud Cuckoo Land et du Pays du Milieu sont disposés dans cette pièce comme des territoires reliés par l'imagination. Cette révélation pourrait donner l'impression que tout ce qui précède n'était qu'un jeu sans conséquence. Au contraire, elle explique pourquoi les enjeux avaient autant de sens. Les émotions des personnages traduisent un conflit réel entre un enfant qui veut créer et un père qui veut préserver ce qu'il a construit. Finn a assemblé Aimé à partir d'une figurine ordinaire. Il a imaginé Wildstyle, les résistants et leur combat contre Lord Business. Son père, connu comme l'homme d'en haut, a construit les grandes villes selon les manuels officiels et refuse que son fils mélange les univers. Pour lui, Batman ne doit pas se retrouver avec des pirates. Les bâtiments doivent rester propres. Les pièces doivent être replacées là où elles appartiennent. L'arrivée de Finn dans le sous-sol a donc été perçue comme une invasion. L'homme d'en haut n'est pas un monstre. C'est l'une des raisons pour lesquelles le dernier acte fonctionne. Il aime profondément les Lego. Il a passé du temps à assembler des décors complexes, à respecter des détails et à organiser chaque élément. Son travail demande de la patience et du soin. Le problème n'est pas son amour de la construction. Le problème est qu'il a transformé cet amour en propriété absolue. Il ne voit plus les briques comme un langage que son fils peut parler. Il les voit comme un musée que Finn risque de contaminer. Lord Business est donc la version Lego de cette rigidité. Le Kragle est une bouteille de colle réel, le Crazy Glue, dont l'étiquette devient un nom menaçant dans l'imagination de Finn. Le Taco Tuesday est la date annoncée par le père pour fixer définitivement certaines créations. Le mot lui-même provient de l'inscription sur le tube de colle. Ce procédé est très intelligent parce qu'il ne réduit pas l'aventure à une explication froide. Il montre comment un enfant transforme les objets et les paroles des adultes en mythologie. Aimé tomber hors du monde des briques, voit Finn. Le garçon le remarque presque comme une pensée qui aurait pris forme. Aimé essaie de l'atteindre. Sa voix devient l'appel de la création qui refuse d'être enfermée. Finn comprend alors que l'histoire qu'il inventait doit trouver une solution, et que cette solution dépend aussi de lui. La chute d'Aimé n'était pas une fin. Elle était le passage nécessaire pour que le personnage et son créateur se rencontrent. Dans le sous-sol, le père surprend Finn en train de jouer avec les décors. Il lui demande de remettre les pièces à leur place. Finn tente d'expliquer qu'il voulait seulement s'amuser, qu'il voulait voir ce qui se passe quand les mondes se mélangent. Mais les mots de l'enfant heurtent l'adulte qui croit défendre quelque chose de précieux. La discussion se déroule à hauteur de famille, sans grands effets. C'est précisément pourquoi elle est forte. Derrière les robots, les magiciens et les explosions, la grande aventure Lego parle d'un parent et de son enfant qui n'arrivent plus à jouer selon les mêmes règles. Aimé donne alors à Finn la phrase qui résume son évolution. Il n'a pas besoin d'être le meilleur constructeur du monde. Il doit simplement croire qu'il peut créer. La formulation semble simple, mais le film a passé tout son temps à la préparer. Aimé ne découvre pas un talent secret qui le rend meilleur que les autres. Il découvre que l'autorisation qu'il attendait ne viendra jamais. Finn reçoit la même leçon. Il ne doit pas obtenir une place officielle dans le monde de son père avant d'y laisser sa marque.
Le père observe son fils, les constructions mélangées et l'intensité avec laquelle Finn défend son jeu. Il voit peut-être pour la première fois que sa règle de conservation a créé la même peur chez l'enfant que Lord Business impose à Bricksburg. Ces créations sont magnifiques, mais elles sont devenues silencieuses. Elles ne racontent plus rien parce que personne n'a le droit de les changer. Il comprend peu à peu que préserver chaque brique revient parfois à perdre ce que les briques rendaient possible. La révélation transforme aussi notre regard sur les maîtres constructeurs. Ils ne sont pas uniquement des héros nés dans un univers imaginaire. Ils sont les grandes idées de Finn, les combinaisons improbables qu'il ose faire, les personnages qu'il admire et qu'il détourne. Leur peur vient du fait que l'enfant lui-même ne se sent pas autorisé à les utiliser. Lorsque Finn retrouve le courage de jouer, les maîtres constructeurs peuvent enfin retrouver le leur. Dans le monde Lego, Aimé revient à Bricksburg. Son retour est une conséquence directe du choix de Finn. Il est toujours une mini-figurine ordinaire, mais sa manière de regarder les choses a changé. Il observe les constructions autour de lui et voit des matériaux. Il voit des possibilités. Là où il aurait autrefois cherché un manuel, il commence à imaginer un geste. Le film évite de lui donner soudain les réflexes spectaculaires de Wild Style. Il reste Aimé, avec sa gentillesse, son enthousiasme et son sens de l'organisation. C'est cette continuité qui rend sa transformation satisfaisante. Les habitants de Bricksburg entendent alors sa voix. Aimé leur explique que chacun d'eux peut construire. Il ne leur demande pas de détruire tout ce qui existe ni de rejeter chaque règle. Il leur demande de regarder leurs propres pièces et de ne plus croire que leur place est décidée pour toujours. Cette distinction donne au discours une portée plus solide. La liberté ne signifie pas nécessairement le chaos sans responsabilité. Elle signifie pouvoir participer à ce qui façonne notre monde. Le message traverse la ville et atteint les personnages restants. Wild Style, enfermé avec les résistants, retrouve de l'énergie. Metalbeard, Unikitty et Batman comprennent que l'action ne dépend pas d'un seul sauveur. Les citoyens se mettent eux aussi à inventer. Les ouvriers, les employés, les personnages de tous les univers prennent des pièces et produisent des véhicules, des outils et des défenses qui ne ressemblent à rien de prévu par Lord Business. Le film tient alors sa grande promesse visuelle. Non pas un héros construisant pour la foule, mais une foule qui découvre qu'elle peut construire. Good Cop retrouve une place dans cette révolution. La partie bienveillante de l'agent, qui avait été écrasée par Bad Cop, reprend le dessus. Son changement n'est pas seulement une blague sur un visage retourné. Il prouve qu'un personnage chargé de faire respecter l'ordre peut choisir de ne plus servir l'injustice. Le film ne dit pas que chaque rouage devient bon par magie. Il montre qu'une personne peut commencer à changer lorsqu'elle cesse de croire que son rôle l'oblige à rester la même. Lord Business assiste à l'effondrement de son plan avec une colère froide. Il active le Kragle et commence à figer la ville. Des habitants, des héros et des constructions sont immobilisés. Les effets restent adaptés à l'univers Lego, mais le sentiment est réellement tragique. Chaque figure collée devient l'image de quelqu'un à qui l'on retire le droit de bouger, de répondre et de créer. Aimé doit maintenant atteindre le tyran avant que l'imagination collective ne soit arrêtée pour de bon. La confrontation finale ne se joue pourtant pas dans un duel classique. Aimé arrive devant Lord Business avec toute la rage accumulée par son parcours, mais il comprend que la violence seule répéterait la logique du tyran. Lord Business veut imposer sa propre version du monde. Aimé doit offrir la possibilité d'en imaginer plusieurs. Il parle donc aux méchants comme il a parlé aux habitants. Il essaye de lui rappeler qu'il possède lui aussi une capacité de création, même si cette capacité a été enfermée derrière la peur. Lord Business refuse d'abord. Il se protège avec des objets, des armes et des défenses gigantesques. Sa tour est devenue une forteresse de pièces figées. Mais l'énergie des citoyens commence à briser son isolement. Chaque personnage invente une solution différente. Les constructions surgissent de toutes parts, parfois avec une logique de jouet totale, parfois avec une efficacité étonnante. Ce désordre est l'opposé exact de la ville du début, et c'est pourquoi il devient beau. Bricksburg n'est plus une image parfaite. Elle est devenue un lieu où les habitants peuvent enfin laisser une trace. Aimé finit par désamorcer l'autorité de Lord Business en refusant de le traiter comme un monstre séparé des autres.
Cette décision donne au film une conclusion plus généreuse qu'une simple victoire par destruction. L'homme d'en haut, dans le monde réel, entend les paroles de son fils. Il reconnaît à travers elles le plaisir qu'il avait probablement ressenti lui-même lorsqu'il jouait plus jeune. Il enlève la colle. Dans la fiction Lego, cette action prend la forme d'un miracle. Les personnages se libèrent et la ville respire de nouveau. Le pardon accordé à Lord Business ne signifie pas que le film efface ce qu'il a fait. Il a terrorisé une population et cherché à la figer. Mais le récit s'intéresse davantage à la racine de son obsession qu'à la punition. Le père a peur de voir disparaître le monde qu'il a créé. Lorsqu'il comprend que Finn ne veut pas le détruire, seulement y participer, il peut enfin relâcher son contrôle. Lord Business accepte alors une place dans une communauté qu'il voulait auparavant organiser seul. Cette fin offre aussi une lecture précise de la relation entre Aimé et Finn. Aimé n'est pas simplement le jouet du garçon. Il est l'image que Finn se fait de lui-même. Un enfant qui se croit banal, qui n'est pas aussi impressionnant que les héros qu'il possède, mais qui peut quand même créer une aventure entière. Wildstyle incarne l'élan qu'il voudrait avoir. Batman représente les personnages cool qu'il admire. Lord Business est le pouvoir qui lui dit de ne pas toucher. La victoire d'Aimé est donc la victoire de Finn sur l'idée qu'il doit attendre d'être exceptionnel avant de jouer. La présence de Chris Pratt dans le rôle d'Aimé aide beaucoup ce personnage à rester attachant. Sa voix donne au héros une énergie sincère, parfois embarrassée, jamais cynique. Elizabeth Banks apporte à Wildstyle une vivacité qui évite de la réduire à une simple guerrière dure. Will Arnett transforme Batman en caricature affectueuse du héros sombre, avec une gravité si poussée qu'elle devient comique. Will Ferrell, dans le double rôle de Lord Business et de l'homme d'en haut, relie parfaitement la satire du dirigeant autoritaire à la fragilité du père qui ne sait plus partager. Morgan Freeman donne à Vitruvius une présence de sage immédiatement reconnaissable, ce qui rend encore plus drôle son aveu sur la prophétie inventée. Liam Neeson apporte à Good Cop et Bad Cop une tension sérieuse, indispensable pour que la blague du visage retourné garde un vrai poids. Alison Brie, Charlie Day, Nick Offerman et de nombreux autres interprètes enrichissent l'univers sans jamais le rendre confus. Les voix ne sont pas seulement des attractions. Elles donnent à chaque figurine une manière distincte de réagir au même conflit entre contrôle et invention. Phil Lord et Christopher Miller avaient déjà montré leur goût pour les projets qui semblent absurdes sur le papier et deviennent étonnamment intelligents à l'écran. Réaliser un long-métrage Lego pouvait facilement produire une longue publicité ou une succession de références. Leur réussite tient au fait que l'histoire prend au sérieux le geste de jouer. Le film ne regarde jamais les enfants de haut. Il ne prétend pas que leur imagination doit être corrigée par le bon goût des adultes. Il considère au contraire que cette imagination est un moyen de comprendre le monde, les relations et les règles que l'on hérite. L'animation participe pleinement à cette idée. Les mouvements sont volontairement un peu saccadés, comme ceux de figurines déplacées à la main. Les éléments naturels ont l'apparence de pièces concrètes. Les vagues sont faites de briques bleues. Les flammes sont modelées comme des accessoires. Certaines imperfections de surface sont conservées, donnant l'impression que les constructions portent les marques de leur fabrication. Cette esthétique rappelle le stop-motion tout en utilisant une animation numérique très élaborée. Elle crée une sensation tactile rare dans un film d'animation contemporain. Ce choix donne aussi à l'action une clarté particulière. Quand une voiture explose, elle se défait en éléments reconnaissables. Quand un personnage invente une machine, le public voit réellement les pièces s'assembler. Le film rend visible le processus de création au lieu de le cacher derrière une magie abstraite. C'est une différence importante. Dans beaucoup de récits fantastiques, le héros a un pouvoir qui apparaît parce que le scénario le demande. Ici, le pouvoir consiste à regarder les matériaux présents et à imaginer une nouvelle relation entre eux. La chanson Everything is Awesome participe au même double mouvement. Au début, elle est drôle parce qu'elle est impossible à éviter. Elle accompagne le petit déjeuner, le chantier, les trajets et les écrans de Bricksburg. Sa joie est si insistante qu'elle devient une alarme. La ville chante qu'elle est heureuse parce qu'on lui a appris que répéter le bonheur est plus simple que de vérifier s'il existe.
Plus tard, lorsque les personnages retrouvent une liberté réelle, la chanson peut redevenir une source d'énergie partagée. Le même refrain change de sens parce que les gens qui le chantent ont changé. Le film est aussi très attentif aux détails cachés. Le nom Kragle est une transformation enfantine de Crazy Glue, la colle visible dans le sous-sol. Taco Tuesday vient également de l'étiquette et du calendrier de l'homme d'en haut. Les déformations de langage ne sont pas des gags placés au hasard. Elles montrent comment l'esprit de Finn transforme des indices banals en éléments de légende. Quand on découvre le monde réel, on peut repenser aux mots, aux objets et aux menaces du film avec un plaisir nouveau. Le destin de Vitruvius devient plus émouvant dans cette perspective. Le magicien affirme pouvoir revenir sous une forme de fantôme, et le film le fait sans chercher à rendre la chose trop solennelle. Dans le jeu de Finn, les règles de la mort et du retour sont malléables. Mais Vitruvius ne revient pas pour reprendre le contrôle ou dicter une solution. Il revient pour rappeler que l'idée de chacun compte. Même le mentor doit finir par laisser l'autre construire sans lui. La grande aventure Lego se permet de critiquer la consommation de masse tout en étant construit autour d'une marque mondiale. Cette contradiction aurait pu rendre le film maladroit. Il la transforme en sujet. Octan vend tout, contrôle les écrans et produit une culture identique pour tous. Pourtant, les briques Lego elles-mêmes restent des objets qui peuvent être assemblés de 1000 façons. Le film distingue donc le produit fermé, dont l'usage est décidé d'avance, du matériau ouvert, qui devient autre chose entre les mains de celui qui joue. Cette distinction aide à comprendre pourquoi le message ne consiste pas à rejeter les notices. Les instructions ne sont jamais condamnées en elles-mêmes. Elles permettent de construire des objets complexes, de partager des modèles et d'apprendre des techniques. Le père n'est pas ridicule parce qu'il a suivi les manuels. Il se trompe lorsqu'il décide que le manuel doit être la seule manière légitime de toucher aux briques. De même, Aimé n'a pas besoin de renier tout ce qu'il a appris à Bricksburg. Il transforme son goût de l'organisation en capacité de rassembler des idées variées. L'opposition entre Aimé et Wildstyle se résout de façon plus adulte qu'une compétition entre deux héros. Wildstyle apprend que sa force n'est pas menacée par le fait qu'Aimé devienne important. Aimé apprend qu'il n'a pas besoin de conquérir son affection en devenant une imitation de Batman. Ils peuvent se reconnaître sans se posséder ni se définir l'un par l'autre. Leur relation apporte de la chaleur au récit parce qu'elle reste liée au thème central. On devient plus libre lorsque l'on cesse de jouer un personnage imposé. Batman reçoit lui aussi une petite leçon. Il peut garder sa cape, ses chansons sombres et son goût pour les entrées dramatiques. Le film ne veut pas effacer ce qui le rend drôle. Mais il doit reconnaître que l'héroïsme ne consiste pas à capter toute l'attention. Il participe à une équipe et accepte que l'idée décisive vienne d'un ouvrier qu'il jugeait insignifiant. C'est une victoire discrète contre la culture du héros unique. Le succès public et critique du film a confirmé que son pari dépassait largement le simple effet de marque. Beaucoup de spectateurs ont été surpris par la précision de son humour et par la sincérité de son émotion. Les références fonctionnent parce qu'elles ne remplacent pas les personnages. On peut rire de la mélancolie artificielle de Batman ou de la colère d'Unikitty, mais on comprend aussi ce qu'ils défendent. Le film reste accessible à un enfant qui veut voir des briques se transformer en véhicules et à un adulte qui reconnaît la peur de voir son monde changer sans lui. Sa place dans l'animation des années 2010 est donc particulière. Le film assume la vitesse, les gags et l'énergie d'une grande comédie populaire, mais il ne les utilise pas comme une fuite. Chaque blague semble liée à la manière dont cet univers fonctionne. Le chevalier médiéval, le super-héros, le pirate et le robot peuvent se retrouver dans la même bataille parce que l'imagination de Finn ne reconnaît pas les barrières que les adultes ont dessinées entre leurs collections. Cette liberté donne à l'ensemble une saveur impossible à copier exactement. La dernière image ouvre d'ailleurs une nouvelle possibilité. La sœur de Finn arrive avec ses propres jouets, venus d'un univers Duplo. Pour Aimé et les habitants de Bricksburg, cette apparition annonce une nouvelle invasion, potentiellement plus chaotique encore. Pour le spectateur, elle rappelle que le compromis trouvé avec le père ne résout pas tout. Partager un monde implique aussi de l'ouvrir à d'autres imaginaires, à d'autres règles et à d'autres personnes.
La créativité n'est pas une victoire finale, c'est une négociation continue. Voilà pourquoi la grande aventure Lego garde autant de force après la surprise de son premier visionnage. Son aventure est complète, ses blagues sont nombreuses, ses mondes sont visuellement inventifs, mais son émotion vient d'une question très simple. Que se passe-t-il lorsqu'une personne qui se croit quelconque cesse de demander quelle est sa place et commence à construire quelque chose avec ce qu'elle a? Aimer ne devient pas important parce qu'une prophétie le couronne. Il devient important lorsqu'il aide les autres à comprendre qu'ils le sont aussi. Dans Bricksburg, le vrai miracle n'est pas la pièce de résistance. Ce n'est pas Batman, ni le bateau de Metal Beer, ni même le retour d'Aimé après sa chute. Le miracle est qu'une ville entière cesse de regarder des modèles figés pour recommencer à regarder ses propres mains. Et au-dessus de cette ville, dans un sous-sol rempli de briques, un père et son fils apprennent enfin qu'un monde construit avec soin peut rester précieux même lorsqu'il change.